Imaginez un petit village en pierre d'environ 1500 âmes, niché au cœur des montagnes, traversé par une petite rivière paisible et dans lequel on ne trouve que quelques commerces et aucun distributeur de banque. Vous êtes bien à Sumène, au cœur des Cévennes, et c'est ici que depuis plus de 20 ans se crée et se transforme le festival Les Trans-Cévenols, qui mêle musique et art de rue chaque année pendant 2 jours. La première fois que j'ai mis les pieds ici, c'était en 2011, dans le but de chercher des artistes de rue dont je voulais faire le portrait. Mais j'ai trouvé dans cet événement hors norme bien plus que des artistes et bien plus que des rues. Les Trans, pour les intimes, c'est un festival de découverte. Et ici, on ne découvre pas que de la musique et des spectacles, mais on découvre aussi et surtout des gens qui, bien que tous différents, sont réunis pour la même raison. Vivre un week-end hors du temps où la seule chose qui compte est le moment présent. C'est une grosse parenthèse quoi, dans la vie stressante et malgré tout assez angoissante actuelle, quoi. Mais pour en arriver là, il a bien fallu commencer par quelque chose, et ce commencement a un nom, les Elvis Platinés. Qui était un groupe de rock festif, on va dire, où on ne se prenait pas au sérieux, on faisait des concerts un peu dans l'esprit, Raoul Petite, VRP, tout ça. Ils s'amusaient comme des fous, mais c'était pas d'une qualité extraordinaire, on va dire, sans vouloir les vexer. Eux, ce sont Isabelle et André, les parents de Simon, Pierre et Christian Boisson, l'initiateur principal de cette aventure. Suite à sa disparition tragique en 2004, il est toujours très présent dans les esprits et il ne se passe pas une édition sans que j'entende quelqu'un prononcer son nom. On avait un moteur, un turbo, un gros boost qui s'appelait Christian Boisson, qui a pris tout ça en main. Qui était l'âme du processus. Sa dynamique, c'était lui notre moteur, le moteur de la machine. Et il avait cette capacité d'entraîner derrière lui des personnes de tous âges, adultes, jeunes. Ouais, il était lumineux quelque part, quoi. Sans rentrer dans de l'angélisme, hein, mais c'était quelqu'un qui était ultra fédérateur. Vraiment, mon fils, il était très doué pour persuader les gens et pour leur passer l'envie de participer, hein, de faire ça. Et puis à côté de ça, c'était un gros déconneur, un gros bringueur. C'était quelqu'un qui était humainement très, très fort. Sans en faire Dieu le Père, mais voilà, qui fédérait et qui tirait tout. Il n'avait aucune peur. Il disait mais on va faire ça, on va monter un groupe. On a fini, on a joué au Rockstar, on a monté un festival. 20 ans après, il y est. Même des bringues, il disait mais demain on fait ça. On était 80, on faisait la bringue, quoi. Ça fonçait. Et c'est donc au début des années 90 que Christian et ses 2 frères, tous les 3 mineurs à l'époque des faits, ont créé avec leurs acolytes musiciens l'association Les Elvis Platinés pour financer le groupe en organisant des concerts. Ben nous, à l'époque, c'était un petit groupe de potes qu'on côtoyait comme ça de par le bistrot, parce que le bistrot à Sumène, c'était le lieu familial, c'était le lieu de rendez-vous, il n'y avait pas les téléphones portables. Et eux, ils avaient pris cette initiative et cette vision d'esprit de faire revenir la culture dans un village, plutôt que d'aller à Montpellier ou autre, se faire charrier par les parents, partir en bus, c'était l'intérêt, c'est-à-dire est-ce qu'on ne peut pas l'amener chez nous, quoi. C'est ainsi que le dimanche 11 août 1996, un concert en particulier allait devenir le point de départ d'un festival qui allait changer à jamais la vie estivale des Suménois. Voilà, c'est parti d'une histoire avec Christian Boisson et Pierre aussi, son frère. Il y avait déjà des concerts qui étaient organisés à l'époque par les Elvis en saison. Et puis ils ont eu cette opportunité qui s'est présentée d'accueillir les Wailers en date off. Je me souviens, c'était un dimanche soir, 3 jours avant la fête votive. Ils ont su mobiliser autour d'eux toutes les personnes, les amis, les parents et tout ça. J'étais pas forcément de cela au début, quoi. J'étais plutôt réticent, un peu fanfaronne, et j'y croyais pas trop, quoi, sincèrement. Et donc c'était vraiment particulier parce que pour moi ça annonçait un été 1996, qui a été finalement un des plus bels étés de ma vie, quoi, finalement. C'était Bob Marley Wailers, quoi, à 16 ans. Il n'y avait pas Bob Marley, bien sûr, mais... Et l'anecdote qui revient souvent, c'est qu'on a su après qu'ils n'avaient pas pris d'assurance au cas où il pleuvait. Et ça allait jouer demi-heure après. C'était vraiment avant le concert.
Et on arrive au stade et il pleuvait des cordes, mais vraiment des cordes. Ça tombe sur le site, c'est sûr, ça joue pas. Et puis donc, il aurait fallu rembourser tout le monde de notre poche. L'association n'avait pas de trésorerie, on avait tout avancé. Et on est arrivé sur le site, il y avait juste quelques gouttes qui tombaient. Et on voyait le rideau de pluie juste derrière. Puis il n'a jamais traversé cet énorme fleuve qui s'appelle le Recaudier. Voilà, et finalement, ça a joué. Puis le ciel s'est levé, puis ça a fini par un si grand ciel étoilé, puis du monde. Puis c'est ça qui a lancé les trans, mais ça s'est joué à... Parce que comme il n'y avait pas l'assurance, c'est sûr, ça aurait tué le bébé dans l'œuf. Mais il faut quand même dire que les Whalers, ça a été quand même un gros défi à eux-mêmes, déjà à eux-mêmes, hein, et à leurs copains et aux parents de leurs copains. Et puis ensuite à tout le village, à la mairie de l'époque. Parce que c'était quand même le premier rendez-vous musical au cœur de l'été, comme ça, sur les musiques actuelles dans le coin. Et ça a été une révolution dans les humaines. Parce qu'en fait, tout a été mal interprété. Le maire de l'époque était quelqu'un de psychorigide. Et en fait, quand ils y ont demandé une autorisation, en disant on va faire venir les musiciens de Bob Marley, ouais, tout le monde a crié au scandale. Ouais, c'est des drogués, ils vont arriver, il va y avoir de la drogue dans tout le village, voilà. Il y avait quand même, je ne sais pas combien de gendarmes armés. Hein, Ils ont encerclé le village complètement, avec des fusils à pompe. Ils arrêtaient tout le monde et mon frangin est arrivé, moi j'étais pas dans la voiture avec les Whalers et les autres ils étaient morts de rire en fait. Parce qu'ils arrivaient au fin fond des Cévennes, dans le trou du trou, et ils étaient accueillis par des comités de gendarmes et mon frère s'était arrêté, il s'était fait arrêter, ils arrêtaient tout le monde, ils disaient je porte le groupe et tout, machin. Et t'avais le bassiste, l'énorme gars de 60 ans comme ça qui faisait oh look at this gun man. Donc des flics partout, le village en siège, en fait, en état de siège avec des contrôles partout. Notre intervention ne sera pas du tout répressive, mais plutôt préventive. Tout à fait, Julien. Ils étaient venus sur le site et ils avaient fait fermer la buvette, quoi. Ils avaient fait interdire de vendre de la bière. C'est de la flotte. Et avant qu'ils arrivent, quelqu'un a averti qu'ils allaient rentrer. Et donc, on s'est précipité sur les fûts de bière. On les a levés, on les a amenés là-bas. Alors que dans toutes les fêtes, partout, à l'époque, j'ai retrouvé encore des tarifs de buvettes qu'on faisait. Il y avait whisky, pastis, tout ça, quoi, il y avait une part. Et nous, on avait dit non, on fait que de la bière. Alors qu'on avait une licence quand même. Normalement, pour la bière. Ils pensaient qu'on n'avait pas le droit, je crois. On ne savait pas, on ne savait rien. Ils ne savaient pas. Hein. Et je me rappellerai toujours de Christian qui disait ouais, ben, on n'a pas l'autorisation, mais on s'en fout, on le fera quand même, parce qu'il faut qu'on vende de la bière, il faut qu'on rentre des sous, parce que sinon... Et donc, on avait quand même vendu de la bière, quoi. Bon, après, ça s'est pas trop mal passé. À part Simon qui a pété un plomb, mais... Ah, oui, bon. Il le racontera lui-même. Qui servait des bières à 14 ans et qui engueulait les flics en leur disant mais on va aller nous dans les fêtes. Je lui disais mais vous êtes d'où vous? Ah oui, de Saint-Hippo. Ben, cette année à Saint-Hippo il n'y aura pas de fête. Voilà. C'était la jeunesse. Déjà déterminé en fait. Je crois même qu'on avait oublié une caisse derrière le bar qui est restée toute la nuit. Personne n'a pas essayé d'enlever la caisse. Ça, on n'avait pas débranché les tireuses, il y en a qui ont bu toute la nuit. Voilà, on est à Sumène, tout va bien, voilà. Le défi ayant réussi, les gens n'avaient plus du tout envie d'arrêter après. Hein. Après les Whalers, il fallait que ça continue. Et ça a continué, l'année suivante avec Raoul Petit en tête d'affiche, mais ce qui n'était encore que l'événement musical de l'été à Sumène devint, en 1998, un festival de 2 jours. Les Trans-Cévenols étaient nés. C'est ainsi que le Chant des Compagnons, habituellement utilisé comme terrain de basket, devint la scène musicale incontournable des Cévennes avant que les arts de rue ne s'invitent à la fête en l'an 2000. Donc ça, c'est suite à une semaine de dingue qu'on a fait tous ensemble à Aurillac. Et là, on prend une grosse claque artistique et on se dit putain, c'est bon quoi. C'est bon de voir des artistes dans la rue, dans le rapport au public, dans le rapport aux habitants. C'était vraiment un truc qui nous a fait kiffer quoi. Tout se vend mieux dans la rue parce qu'on est en contact avec les gens directs. Et donc du coup, on peut plus facilement les arnaquer. Oui, non, je déconne. les arnaquer. En fait. Et c'est en 2001, lorsque les Elvis invitèrent un groupe dont ils ne se doutaient pas qu'il déchaînerait autant les passions, que la renommée des trans dépassa largement les frontières de la région, avec la programmation d'Emir Kusturica and the No Smoking Orchestra.
Et en fait, il y avait 2 dates en France, quoi. Il y avait nous, il y avait les nuits atypiques de Langon. Et là, on s'est retrouvés débordés. Sur la soirée, on a eu plus de 5000 personnes, quoi. Rien n'était prêt, quoi, pour accueillir autant de monde. Ce qui s'est passé, c'est qu'on ne savait plus où on était. 5000 personnes à Sumène, comment vous dire? On a été un peu envahis parce que on s'est fait surprendre. On n'allait pas voir ailleurs comment ça se passait ou très peu, quoi. On faisait ça comme Christian pensait qu'il fallait le faire, puis nous on suivait, quoi. Dès le mercredi, 3 jours avant, il y avait des types qui montaient des stands et ils vendaient des coquillages peints dans la grande rue. On commençait à voir arriver des gens de partout, des camions et tout, dès le mercredi. La billetterie à cette époque-là, c'était une caravane qui était au milieu de l'allée. Il y avait 2 barrières, une caravane, des vigiles, allez, 1 ou 2 peut-être, ouais. Sinon c'était et la caravane, c'était les invitations, les réservations, bref. Et le fichier en fait, qu'on avait de ces réservations était imprimé, mais n'était pas par ordre alphabétique. Et il y avait 20 pages, quoi. Alors, monsieur Durand de Saint-Bosile de Putois, tout le monde, c'est moi. Non, mais c'était... À cette époque-là, chacun de nous faisait encore tout. Et dans les anciens urinoirs, je faisais de la glace dans un congélateur. Et quand il était plein, j'en faisais chez moi. Et donc, je pars pour aller au concert, à pied de chez moi. Et en fait, j'arrive avec mes 2 glacières qui étaient lourdes. Et je leur dis, pardon, laissez-moi passer. Et les gens se retournaient et me disaient, vous êtes de l'organisation? Un peu. Eh ben, c'est un brave bordel, hein. Et j'ai pas arrêté de me faire engueuler en traversant ces 500 personnes avec mes 2 glacières. Et j'ai pas compris ce qui m'arrivait, quoi. Et quand ça a été complet, donc il y avait 1000 personnes qui attendaient, j'ai dit à mon cousin à l'époque, écoute, je vais monter sur la caravane pour dire aux 1000 personnes, bon, on est vraiment désolé, mais c'est complet. Donc je l'ai dit, mais j'ai pas eu le temps de finir ma phrase en fait, parce que j'ai pris une canette, heureusement pas à travers la gueule. Et bon, les gens ont compris, il y a eu ça a bien remué, et puis ça s'est passé. Ça a été un mouvement, une foule, un espèce de truc incontrôlable, d'accord? Une fois que le site a été plein, il y a eu un amas de personnes aux entrées qui empêchaient les personnes qui étaient à l'intérieur de sortir. Parce que ces personnes-là voulaient rentrer. Et il n'y avait pas de toilettes à l'intérieur. Et donc, du coup, il y avait des gens qui voulaient aller aux toilettes et qui étaient bloqués sur site et qui ne pouvaient même pas sortir du site. Voilà. Donc après, je passe les détails. Il y a des personnes qui se sont exprimées à faire leurs besoins en plein milieu pour montrer leur désaccord sur l'organisation. Oh la honte devant tout le monde! On voyait les gars courir sur les toits, parce que tout le monde essayait de gruger, quoi. Passaient par la rivière, monter les murs de la rivière. Ils arrivaient par les vignes de l'autre côté, là où il y a des vignes. Dans la montagne, des files de véhicules qui essayaient d'aller poser des sons, c'était fou. Il y avait des voitures sur la route pratiquement jusqu'à Ganges. Il y avait des grappes de personnes qui tombaient de partout, de tous les murs de l'enceinte du site. Et j'étais avec Christian sur la route qui surplombe le champ des Compagnons, qui était blindé de chez blindé. Et là, on s'est dit, oh bordel, s'il se passe un truc, on est mal. Ouais, c'était un petit peu à l'arrache. À résumer, c'est un énorme bordel organisé. Voilà. Pas mal, bravo. T'as vu mes cernes? En fait, on avait fait un système de co-réalisation, c'est-à-dire qu'on leur payait un fixe au groupe. Et ensuite, à partir de, disons, 1500 entrées, on faisait 50-50. Sauf que, évidemment, il n'y avait plus d'entrées, il n'y avait plus de... Voilà, bref. Là, ils nous disent, bon, alors, combien il y a eu d'entrées? Et là, on lui dit, honnêtement, incapable de savoir, on n'en sait rien. Et ils étaient super sympas, les mecs. C'était des gens qui avaient 30 ans maximum. Et on a fait un deal nickel, complètement à l'amiable, alors qu'on était vraiment... totalement dans notre faute. Il voyait bien que c'était le bordel. Même Kusturica lui-même avait vu que c'était le gros bordel. Ah, mais bon. Petite intervention. Lui, c'est Benji, le président des Elvis pendant 14 ans. Je n'ai pas eu l'occasion de l'interviewer en 2017, trop occupé qu'il était à célébrer ce 20e anniversaire.
Du coup, je suis allé le voir chez lui, plus tard, pour qu'il apporte aussi son lot d'anecdotes. Bon, il y avait des gens sur les toits, les gens tombaient des murs parce qu'ils passaient par les vignes, partout, par la rivière et tout. Bon, ça, on a commencé. Et toute la soirée, on était hallucinés, quoi. Au final, ça a été un bordel. Là, tu te dis, ouh là 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 là, enfin, tu évalues les dégâts que tu vas avoir avec toute la bande à gérer pendant un an. Les gens, le lendemain, ils étaient terrifiés. Ils avaient vu Une invasion. Semaine envahie. Donc après, il y a eu des pétitions contre le festival, des contre-pétitions pour le festival. La droite contre la gauche, toute la France va se déchirer. Paradoxalement, cet énorme bordel nous a rendu un très grand service parce qu'on a gagné de l'argent. On a pu payer déjà tous les dégâts qu'avaient fait les hommes et les femmes pendant ce gros délire. Au niveau aussi des partenaires, ben ouais, ils ont vu aussi qu'on n'était pas des pimpins, qu'on était certes une petite bande de jeunes un peu punk, et puis que finalement ben, on savait rouler et qu'on savait faire. Et qu'on est monté avec Christian chez le préfet, qui nous a dit votre petite fête. Moi, paradoxalement, je suis pour que vous la fassiez encore. Déjà, petite fête. Mais il va falloir quand même changer des choses. Oui, tu m'étonnes. Tout. Il y a eu une réunion et on a dit voilà, on ne peut plus fonctionner comme ça. Le gars qui est bénévole, il peut plus monter la scène, aller à la cuisine, servir des bières, faire des frites, nettoyer le soir. Non mais pourquoi? Mais merde! On a dit voilà, il faut mettre des responsables d'équipe. Et de là est né le camping, les équipes de médiation, la prévention, la circu. il y a plein de postes qui se sont créés en 2002, du coup, suite à cette édition-là, quoi. Les Trans étaient donc devenus un festival professionnel, soutenu, bien mieux organisé et continuait de proposer des spectacles de rue gratuits en journée avant de faire danser les foules devant des têtes d'affiche dignes des plus grands festivals français. Mais en 2004, 3 mois avant la 6e édition, les Elvis perdirent leur chef avec la disparition tragique de Christian qui créa un grand vide au sein de l'équipe et bouscula tous les espoirs de celles et ceux qui l'avaient toujours suivi. Je vous en prie, présentez-vous auprès de votre public. Christian Boisson, organisateur du festival. Christian Boisson n'avait que des meilleurs amis, en fait. Et tu vois ce que je veux dire? Ce gars, il est extraordinaire. Alors je dis il est au présent parce que il est toujours présent, tu l'as vu pour les 20 ans. Le lendemain du décès de Christian, je sais, je vous avertis, on fait le festival. J'ai appris, on n'en fera peut-être plus. C'était un peu particulier. On avait envie de le faire pour lui, on avait envie que ça continue pour le village, mais il y avait des gros moments de blues quand même. Parce que quand il part le 21 avril, il reste que 3 mois. Hein. Et là, tout de suite, on se retrouve avec les copains, le conseil d'administration, et on se dit, bon, mais qu'est-ce qu'on fait comment ça... Enfin, voilà, c'était très, très particulier. Parce qu'il a fallu qu'il trouve un courage énorme pour affronter ça et pour se dire on ne peut pas arrêter. C'est comme dans le cirque, c'est comme dans le spectacle en fait. Il faut un clown qui commence déjà, qui vient, qui arrive avec son nez rouge, qui commence à faire sourire. Et après, il faut trouver le courage de continuer, de faire les choses qui ont été commencées, qui ont été initiées. Et on s'est dit, ben on le fait le festival, on y va, on se lance, quoi, on le fait pour lui, et puis vaille que vaille, et puis on verra ce qui se passe derrière, quoi. Pour moi, la question ne se posait pas, quoi. Par contre, on s'est posé la question de savoir si on allait y arriver. Et je pense que c'était ça la vraie question. Est-ce qu'on va trouver les ressources mentales, les papiers, les contrats, le bordel qu'il y avait sur le bureau de Christian Boisson? Et troisièmement, quand on va le faire, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va tenir? Est-ce que l'émotion va... Parce que quand même, on reçoit du monde. Hein. Il y a plein de gens, ils viennent voir des concerts, machin, Christian Boisson ne le connaissent pas, quoi. Ils ont fait tout ce qu'il fallait dans le bureau pour le représenter, qu'il soit avec nous. Et je pense que, voilà, il est toujours avec nous aujourd'hui. C'est son bébé qu'on porte, là, tu vois. Voilà. Et moi, je me souviens, sur la coordination bénévole sur cette année-là, j'ai halluciné parce qu'on était monté à plus de 350 bénévoles. Toutes les équipes étaient blindées, une équipe où il devait être 5, ils étaient 15. Et on sentait vraiment que c'était une vague d'amour par rapport à la tragédie qu'on avait vécue et que tout le monde nous soutenait.
et que ce soit les plus proches comme les plus éloignés de l'histoire. On a préparé de notre mieux parce qu'on souhaitait qu'elle soit encore plus belle que les autres années. Et on a fait cette putain d'édition 2004 qui a été un moment... C'était une édition très belle, en fait. Elle était très très belle. À la fin de l'été, on s'est réunis, on dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête là? Et on dit que non. Et puis, ou est-ce qu'on se dit qu'on peut y arriver quelque part sans Christian, s'approprier, nous tous, le CA, les salariés, enfin, le projet, et essayer quelque chose, quoi, ce qu'on a fait. Cette année-là, justement, la région Languedoc-Roussillon manifestait son envie de développer une politique culturelle sur les territoires ruraux en s'appuyant sur les festivals. Les personnes à sa tête à l'époque ont donc exprimé leur soutien pour permettre aux trans de se structurer encore plus. Et des envies de croiser les efforts avec les départements qui, à l'époque, étaient des institutions qui finançaient bien la culture. Enfin, je finance encore, mais bon, c'est pas le même climat. Et à ce moment-là, on était donc Sonia et moi, et puis il y avait également Nicolas Julien, qui cette année, pour le 20e anniversaire, est artiste sur le festival avec sa compagnie. Et ensuite, il y a eu Grégoire, donc, et puis c'est Olivia qui nous a rejoints. Et puis elle a été remplacée par Marjorie, puis ensuite Léa. Fin 2015, c'est moi qui ai quitté mon poste et c'est Simon qui a été recruté. Et c'est marrant tout ça, en même temps, je raconte tout ça et je me dis que c'est quand même un signe, c'est que tous les anciens salariés, on est tous toujours là, quasiment, voilà, investis, que ce soit au conseil d'administration ou bénévole, enfin voilà, il y a quand même un attachement très fort à cette histoire, quoi. Tous ceux qui se sont attachés aux trans ont donc prouvé que le facteur humain était la force principale de cette aventure. Mais c'est le facteur financier qui allait maintenant menacer sa survie, et son salut passera par la gratuité. Explication. L'aventure s'est écrite à la base avec des têtes d'affiche, on peut dire ça. Et puis je vais pas faire toute l'histoire de la mutation de l'économie des festivals et de la crise du disque, mais bon, les cachets artistiques ont explosé. Nous, on pouvait plus se permettre de payer des cachets aussi impressionnants. Et puis en face de ça, on avait notre public qui désertait un peu le festival parce qu'il y avait des propositions autres, ailleurs, la multiplication des festivals dans le coin. On avait une problématique entre le coût que ça a engendré et le public attendu en face qui n'était pas forcément là. Du coup, en 2012, on a tout misé sur la découverte. On a fait des super choix artistiques d'ailleurs. Et on a baissé les prix d'entrée. Et malgré tout ce travail-là, on n'arrivait toujours pas à séduire notre public. Il y avait trop d'exclusion. En fait, une des valeurs fondamentales des Elvis, qui était de la culture accessible à tous, on ne la rendait pas accessible à tous. Et ça nous convenait plus. Et moi, j'ai souvenir du dernier matin au Chant des Compagnons, le jour se lève. Et avec Pierre, on s'est dit, je crois qu'il faut bien le regarder, là, le Chant des Compagnons, le petit village, la déco et tout, parce que là... Et l'année d'après, on a refait une année, quand même. Et là, de nouveau, patatras, et puis là, voilà, ça a été la révolution, quoi. Aux âmes citoyens, formez vos bataillons. Il n'y avait pas de public, on avait organisé un festival pour au final avoir 300 personnes. On a vu qu'il fallait tout péter, en fait. Il faut se remettre en question. Régulièrement. Aujourd'hui, dans le schéma de la culture et tout, ça n'a plus de sens de se dire, nous, ça a fonctionné comme ça, il faut qu'on reste comme ça. C'est pas possible. On a abandonné le site, ça a été un peu un crève-cœur. Moi, chaque année, à chaque fois que je passe devant le Chant des Compagnons, et je me dis, mince, mais là, c'était un truc de dingue avant. C'était mythique parce que c'était là qu'étaient nés les Trans-Cévenols. Rien que le Chant des Compagnons, ça avait un sens. Ça avait du sens parce que c'était l'histoire des Elvis. Put the love in fantasy. When the beat drops and my beats lock, that's when we go. When the beat drops and the beats lock, that's when we go. When the beat drops and my beats lock, that's when we go. When the beat drops and the beats lock, that's when we go. Oh, you know, oh, you know, oh, you know. Et du coup, voilà, on a tout fait péter, plus de barrières, plus de billetterie.
Et finalement, qu'est-ce que ça fait comme bien, quoi. La première année où on est passé en gratuit, le rangement, c'était un truc de dingue. Tout le monde venait nous dire merci, merci, merci. C'était génial. Et là, on a renoué avec un public et on n'a jamais enregistré des scores aussi élevés que maintenant, quoi. Voilà, on annonce 8000 personnes sur la 20e édition. Et sur 8000 personnes, je suis sûre qu'il y a 7999 personnes qui sont contentes, quoi, de ce qu'ils ont vécu. Enfin, peut-être même 8000. Hein. Ouais. Sûrement. Et donc, plus de 20 ans après les Wailers à Sumène, le festival est aujourd'hui gratuit, avec les concerts en soirée déplacés sur le plan, la place principale du village. Pour parler d'aujourd'hui aussi, moi je trouve qu'il y a eu 2 évolutions magnifiques. C'est le fait que ça soit sur le plan maintenant, parce que déjà symboliquement, ça veut dire que le monde de la thune, avec le système de Star System justement, des grosses têtes d'affiche et tout, on a réussi à lui faire un gros fuck, et c'est génial. Parce que là, les gens découvrent de la musique, sont là pour la musique et pour la fête, et ça, je trouve ça magnifique. Et en plus, ça permet que tout un tas de gens qu'on ne voyait pas avant quand c'était payant, c'est normal, qui ne s'intéressent pas plus que ça à la musique, se rendent compte. Ce qu'ils font au Transcévénal, c'est de continuer en fait à faire des festivals pour faire découvrir des artistes au public et à rester aussi dans ce principe qu'un festival n'est pas une gigantesque machine, n'est pas une espèce d'industrie et que là, on reste dans un côté humain où on n'est pas une espèce de pompe à fric, etc. Mais il subsiste tout de même quelques rares spectacles et concerts payants, avec des tarifs allant de 3 à 8 € pour des raisons purement logistiques. C'est ainsi que les trans investissent le temps d'un concert 2 édifices religieux datant du XVIIe siècle, l'église Sainte-Marie-Notre-Dame de Sumène et le temple protestant. Les concerts s'invitent également dans la cour des 2 écoles du village, l'école publique et l'école privée Saint-Joseph, qui sont maintenant devenues en alternance le plateau francophone où se produisent des artistes venus du Canada. Salut vous autres, ça va bien? Moi aussi. Il est aussi arrivé que la musique résonne dans la salle Ferrier, qui fut successivement depuis le Moyen-Âge la maison de la ville, un lieu de culte catholique, une filature, une tonnellerie et enfin l'ancêtre du foyer rural. Et depuis peu, le festival organise aussi des concerts au prieuré Saint-Martin, dans le hameau de Césas, un endroit reculé dans la nature, perché sur les hauteurs de Sumène. Tous ces lieux donnent aujourd'hui un aspect atypique à un festival qui l'est tout autant. Pareil, il y a plein de gens, notamment Suménois, qui ne venaient pas et qui là viennent écouter pendant 1h30 leur concert, boire un petit coup et ils rentrent chez eux peinards. Et ils ont découvert la musique d'une nouvelle manière et ça leur va bien. Et le soir, il y en a, ils restent chez eux tranquilles. Et ça, c'est super. Enfin, tranquille, il y a un peu de son. Voilà.
Vous connaissez maintenant l'histoire des Transcévenols dans les grandes lignes. Mais les Elvis Platinés écrivent aussi d'autres histoires toute l'année, avec une saison itinérante dans les villages alentours, de l'accompagnement à la création pour des artistes en tout genre, et autres actions culturelles et de territoire. Mais pour que tout cela fonctionne et perdure, il y a un élément indispensable qui est la base même de l'association, c'est le bénévolat. C'est un festival qui ne vit que par les bénévoles. On a quelques salariés, on a très peu de prestataires et c'est vraiment les bénévoles qui font vivre le festival, quoi. C'est la matière première. C'est le nerf de la guerre. Enfin, non, c'est le nerf de la paix, pardon. On ferait rien tout seul. On ferait même pas le début du commencer, j'y pense et j'oublie, quoi, en fait. J'imagine, tu lèves les bénévoles, il reste combien de personnes? 5, 6, voilà, tu fais rien. La définition littérale du bénévole est « qui fait quelque chose gratuitement ». Et depuis leur début, plus de 1200 bénévoles sont passés par les trans. Alors forcément, la première question qui se pose... Comment on trouve nos bénévoles? En les faisant rêver, en leur promettant des bières. C'est des gens qui y croient. Bon. Les premiers qui y ont cru déjà, c'était des sacrés, presque des éclaireurs ou des pionniers, je sais pas comment on peut dire. Au début, c'est des proches, hein, et c'était une petite poignée de personnes. On était 30 whalers bénévoles. Donc on a eu la chance aussi d'avoir dans notre cercle proche des gens qui avaient des compétences complémentaires qui faisaient que ça a pu monter comme ça. Puis c'est des gens qui sont restés très fidèles au festival à quelques personnes près et qui sont toujours présents. Et qui sont toujours là et qui servent aussi de locomotive. Et ça se fait beaucoup de bouche à oreille. Beaucoup. On a eu des ambassadeurs qui sont partis faire leurs études à Grenoble, à Montpellier, voire plus loin, et qui ont aggloméré des personnes qui sont venues, et on est arrivé à un certain nombre. Je suis une pièce rapportée. J'ai rencontré tous les Suménois quand j'étais dans mes études à Montpellier. Il y a eu, je pense, on a le chiffre, c'est 1200 bénévoles. Donc des gens qu'on n'a plus vus, qui sont venus puis qui sont repartis, d'amis. Donc il y a aussi comme ça un turnover qui se fait énormément. Non, il y a les anciens, quoi. Enfin les anciens, pas forcément les anciens, mais les habitants qui viennent parce que il se passe un truc sur leur territoire. Enfin, c'est mon village, quoi. J'ai grandi là, donc forcément, t'as pas envie juste d'être spectateur et voilà, quoi. Ici, le choix se pose pas trop. On fait bénévole et puis c'est tout. Et puis il y en a d'autres qui, on sait pas trop comment ils arrivent. Je m'entendais super bien avec les gars de l'Orga, donc obligé de venir. C'est des copains maintenant, c'est la deuxième famille. Donc voilà, je viens, je reviendrai. Un festivalier qui se dit « Ah ouais, c'était bien, du coup je vais filer la main ». Je vais avec et tu m'apportes. Voilà, il y a cette catégorie de bénévoles-là qui ne tournent pas autour de Sumène à la base, mais qu'une fois qu'ils sont venus, ils ont du mal à en repartir. En fait, moi, c'est les trans qui ont fait que je suis restée à Sumène. Donc c'est un peu une histoire familiale, quoi. Voilà, les trans m'ont adoptée et j'ai adopté les trans. Il y a des bénévoles qui viennent passer une vacance de bénévolat, c'est trop marrant, quoi. Qui réservent leur semaine dans les Cévennes et c'est pas super reposant, mais c'est rigolo, quoi. C'est une chance d'être bénévole dans un super village comme ça. L'ambiance, le cadre, les gens, les spectacles, c'est un tout. Chaque bénévole qui est venu au trans, qui a sa propre histoire à raconter, va transmettre. Et c'est comme ça qu'on voit arriver, des fois du nord, des fois du sud, des fois de l'ouest et tout, des bénévoles qui ont entendu parler du festival justement par des gens qui sont venus le vivre, en disant « mais viens, on va vivre une belle aventure ensemble ». Et c'est assez étonnant parce que depuis qu'on est passé en gratuit, on avait peur qu'on perde la motivation des bénévoles sur l'attrait de « je suis bénévole mais j'ai accès au concert gratuit ». Et en fait, la motivation, elle s'est transformée, elle est différente. Ce qui m'a motivé, c'est l'ensemble, c'est une globalité en fait, du bénévolat comme il est perçu ici, d'une manière populaire et hyper familiale. Les valeurs de l'association, c'est le bénévole qui les porte. Il les porte dans son discours, dans sa tenue, dans le port du badge. Sois fier de porter ton badge. Sois fier de montrer, oui, que tu en fais partie. J'ai aussi pu rencontrer du monde du fait que j'étais service civique et que même bénévole, et tu rencontres un paquet de monde et du coup, tu as envie de retrouver les gens au fur et à mesure. Et voilà, donc c'est ça qui est cool. C'est un rendez-vous aussi, quoi. Il y a vraiment cette histoire de partager et de faire vivre le projet par mon engagement bénévole. Consommer la fête, c'est facile, tout le monde le fait. Par contre, la créer et mettre en place tous les éléments de la fête, je trouve ça assez louable en fait. Nous, on essaye en tout cas toute l'année de faire des actions pour dire que les Elvis Platinés, c'est pas du tout un cercle fermé, que l'aventure des Transcévenols, elle s'écrit avec
plein de personnes différentes. Salut à tous, on est la commission connerie, on est deux, mais en fait on est plus. Le principe de la commission connerie, c'est de vous faire vous rencontrer entre vous en utilisant le puissant vecteur de la bêtise humaine. Les trans sont 20 ans, et si on n'avait pas eu la connerie il y a 20 ans, pensez à notre ami Christian. Si on n'avait pas eu la connerie il y a 20 ans, on ne serait pas là. On se place à eux, bon anniversaire aux trans. Donc, des bénévoles d'un peu partout. C'était quoi la question? Je galine un peu, tu vois, j'en ai la chair de poule. Qu'est-ce qui me motive? C'est comment c'est créé, comment c'est fait, comment c'est assemblé. Les personnes que j'ai rencontrées ici, et du coup on crée des liens, on a envie de se revoir, on se retrouve vraiment à chaque fois. Moi, si j'ai pas les Elvis, j'aurais pas rencontré tout ce monde-là, oui, c'est sûr. Parce que bon, je ne vais pas beaucoup ailleurs. Je suis quand même quelqu'un qui, avant de connaître les personnes, est assez réservé. Donc oui, je rencontre beaucoup de monde. Aussi de découvrir tout le monde du spectacle, de la culture, parce qu'on ne bosse pas du tout là-dedans. Donc ce qui se passe derrière, quoi, les coulisses d'un festival, parce que ouais, c'est vraiment énorme, quoi, toute l'organisation, toutes les choses auxquelles il faut penser. Parce que tout simplement, ça me plaît de participer à des événements culturels qui, pour certains, disparaissent. Donc si ça peut continuer à faire vivre ça. J'ai fait 1 ou 2 années à l'accueil public et de voir les gens qui viennent nous remercier, nous dire que c'est bien, c'est quelque chose qui est aussi valorisant et très agréable. Pour plein de raisons, parce que c'est beau ce qu'ils font, parce que c'est important, parce qu'on vit dans un monde tellement difficile que de se retrouver autour du théâtre de rue et de la musique, bah, voilà, ça fédère. Et voilà, et moi je suis une convaincue de l'amour et pour moi, voilà, les Elvis, c'est ça. Si tu veux participer à ça, tu vas pouvoir t'éclater parce qu'en plus tu vas faire la fête, mais tu l'auras construite aussi. Construire la fête est donc le rôle essentiel des bénévoles. Mais pour ce qui est de la faire, ils ne sont pas en reste, en dehors du festival aussi, puisque comme dirait Seb... Déjà, on n'est pas bénévole au festival en fait. On est bénévole de l'association. Quand on vient s'inscrire au trans, après avoir rempli son bulletin d'adhésion, on récupère son kit de bénévole, composé de son pass, son GPS pour ne pas perdre le nord, et son t-shirt souvenir. Mais le reste de l'année, on reçoit également le courrier des Elvis pour faire le point sur l'actualité de l'asso et les dates de réunion, comme la traditionnelle GRB, la grande réunion bénévole. C'est un point d'étape, quoi. Et puis après, c'est surtout une grosse teuf. Le but étant de garder des moments conviviaux en dehors de l'effervescence du festival, y compris lors de l'assemblée générale au printemps. C'est un truc un peu formel, quoi, mais qui se finit par un apéro quand même. C'est les petits plus pour maintenir le truc entre l'asso et les gens qui s'y engagent, quoi. Et pendant le festival, le petit plus est assez unique en son genre et prend la forme d'un lieu qu'on appelle la Clède. Ben, la Clède, déjà, tu sais ce que c'est à la base, une Clède? Dans les Cévennes, hein, c'est l'endroit où on faisait sécher les châtaignes. Alors juste, je le dis pour ceux qui ne connaîtraient pas les Cévennes, le châtaignier qui vient de Chine, qui a été planté dans les Cévennes, a permis aux Cévenols de rester bien vivants, parce que grâce à ça, on a mangé dans les temps de famine. En mangeant des châtaignes au sang et en faisant de la farine, parce qu'avec la farine de châtaigne, tu peux faire du pain. Et du coup, des clèdes, il y en a un peu dans tous les masses. Tout le monde a sa petite clède. Et donc, on a appelé l'endroit où les bénévoles, les artistes et les invités venaient boire des coups, déconner. Voilà. En gros, aujourd'hui, on appelle ça un endroit VIP. Et nous, le concept, les bénévoles, les familles, les amis, tout le monde y va. Donc c'est un peu différent aussi, finalement. La Clède a subi des évolutions en même temps que le festival. Auparavant, elle se situait sur le site du Champ des Compagnons, puis a été déplacée au Diguedan, le QG des équipes de l'orga, des techniciens et des bénévoles. Il existe un lot d'anecdotes inépuisables sur ce qu'il s'y est passé. Mais comme on a coutume de dire, ce qui se passe à la Clède reste à la Clède. Clément pour Pascal et Julie, la Clède est ouverte, c'est le moment d'aller voir ce qui se passe. Ok, on peut se faire boire des coups. Vous aurez donc compris qu'être bénévole au trans, c'est une fête qu'on n'oublie pas. Mais c'est aussi une aventure humaine qui va bien au-delà de simples rencontres. Je sais pas, cette année, on a explosé les scores. Il y a 270 personnes qui sont inscrites sur le montage, le festival et le démontage. Et du coup, forcément, il y a 50 catégories socio-professionnelles représentées. Et on fait en sorte que tout le monde y trouve sa juste place, quoi. Qu'on soit à la buvette, au stand resto, à la circu, à la programmation artistique, à l'accueil artiste, à la com, à ci, à mi, à machin. Là, on est tous à égalité. On est des frères, on s'aime, on partage, on s'entraide et on va vivre un truc ensemble assez unique. Et chaque équipe a un petit peu son, c'est pas corporatiste, mais enfin, il y a un petit peu son état d'esprit. Je pense que ça apprend aussi, à un moment donné, le travail.
Parce que même si on est bénévole, c'est quand même du travail. Hein. On est là aussi pour s'amuser, c'est pas du travail quoi non plus. C'est à passer du bon temps tout en bossant, parce que voilà, selon ce que je vais dire, je me fais allumer, mais il y a des moments où il faut travailler, oui c'est un mot quand même, mais c'est celui qu'il faut quand même utiliser. Là, voilà. Au 35 ans, des fois, on travaille plus que dans la vraie vie. On sait qu'on va tous être fatigués à la fin, mais ce qu'il faut qu'il reste, c'est un moment de joie en fait, de joie personnelle. On a toujours été sur une logique de volonté individuelle, dans le sens où c'est des personnes qui viennent d'elles-mêmes nous dire, voilà, moi si vous voulez, j'aimerais bien, je peux m'occuper de cette équipe-là. Ça les sort complètement de leur vie, de leur quotidien, et là, qui peuvent être en capacité de prendre des responsabilités. Pour moi, ça m'a fait ça aussi, c'est un petit défi personnel de se dire, ouais, c'est sympa, je peux arriver à faire ça, et ça rend service, et c'est vraiment génial. Et là, il y a des gens qui se révèlent. Et ça, c'est top. Alors, ils n'avaient jamais cuisiné de leur vie. Demain, tout va changer. Ouais, on va dire ça. Un autre défi majeur se pose régulièrement pour que le festival continue de vivre au travers des personnalités multiples qui le construisent, c'est celui de la transmission. Ça s'est transmis de toute façon dans le sens contraire au départ. C'est quand même les jeunes qui ont transmis aux parents. Il ne faut pas l'oublier quand même ça. Faut pas... Et après, c'est reparti dans l'autre sens. Mais en fait, il y a des allées et venues constantes. Vers 2007, c'est-à-dire pour les 10 ans du festival, il y a déjà eu une vague un peu de personnes qui ont dit, voilà, nous, on a fait notre temps. Si on voulait que le festival continue à être un événement qui soit ouvert à la jeunesse, il fallait aussi que la jeunesse continue à être dans l'organisation. C'est vrai que nous, à Sumène, on est une génération... Notre génération, voilà. On est assez nombreux et on est bénévoles aussi depuis quand même plusieurs années. Donc on commence déjà à baigner dedans depuis longtemps. Ouais. Donc du coup, ils nous ont proposé d'intégrer déjà une partie dans le CA pour ceux qui voulaient rentrer dans le conseil d'administration, et aussi de prendre des responsabilités sur le festival en tant que chef d'équipe. Au début, ça a été... certaines te le diraient. Putain, ils sont gentils les Elvis, mais ils nous mettent la pression, ils veulent nous refiler leur festival, mais voilà. Et puis les choses se sont faites naturellement. Par le biais en fait de binômes avec un ancien et la relève derrière. Là, on voyait Clovis tout à l'heure, moi c'est lui qui a fait ça pour moi. Et ils ont vraiment infusé dans ce bain-là, et ça devient une évidence à un moment donné d'être là-dedans parce que ça fait partie d'eux-mêmes en fait. Et puis nous, c'est vrai que quand on arrive à trouver un petit jeune dans notre équipe, ah mais ça t'intéresse, tu aimes bien, on va t'expliquer, et puis dans quelques années... On a quand même des bénévoles qui sont plus jeunes que le festival, donc c'est important à dire. Ça veut dire quand même qu'il y a une super transmission. Mais c'est une grande réflexion qu'on a aujourd'hui pour justement trouver des bénévoles et les investir, et puis laisser la place aussi. Parce qu'on ne fera pas de transmission si on ne laisse pas la place. Il y a les parents ou les grands-parents, les parents, les enfants qui démarrent. Maintenant, j'ai des enfants de mes Elvis. C'est un festival familial. Il n'y a bien sûr pas que des gens de la même famille, heureusement. Et il y a vraiment aussi ce principe familial au sein des équipes de bénévoles. Ouais, on est vraiment en famille, on est accueillis par les chefs bénévoles, par les organisateurs, de manière hyper agréable. Quand on dit que les Elvis c'est une famille, la transmission ça existe aussi dans les familles. Quand on était petits, on venait faire un tour, voir les spectacles, etc. Et au fur et à mesure, un jour on nous a dit si vous voulez, vous pouvez. Et on s'est initié dans une équipe et on y restait. Et on parlait de Julien. Julien, c'est ça, c'est un enfant du festival. Il est né. C'était improbable le soir de sa naissance. C'était une histoire de fou. Je suis née pendant les trans. Ma mère, elle faisait des bières et après, elle est partie. Et toi, t'es arrivée? Oui. En fait, l'anecdote que j'ai surtout envie de raconter, c'est quand je suis allée chez la gynéco, que j'ai appris que j'étais enceinte, etc. Et elle m'a dit, ça sera le 30 juillet. Et là, j'y ai dit instinctivement, dans la seconde, c'est pas possible. Je me souviens de son visage, elle m'a dit, mais pourquoi c'est pas possible? Et j'ai dit, c'est parce que j'ai les trans des c'est pas possible, le 30. Voilà, et elle s'est pas trompée parce qu'il est né le 30 à 2h du matin. La semaine avant, j'ai installé, comme d'habitude, je me suis un peu protégée sur les fûts, j'ai pas trop charrié de fûts cette année-là. Et je traversais le plan. Et là, quand j'ai traversé le plan, à pied tranquille, j'ai senti que, je me rapprochais sûrement. Et c'est pas grave, j'étais accrochée à mon caddie, j'ai filé, j'ai installé les tireuses et tout. Et quand je suis arrivée, j'ai fini préparer l'autre site. J'avais mon cousin avec moi qui, en fait, était infirmier et qui s'inquiétait de plus en plus. Ils m'ont pris la tension et, en fait, j'avais 16 de tension. Il y a mon cousin Pierre qui est arrivé à cet instant. Il a reculé dans le site pour me prendre. Je suis montée dans cette voiture et on est sorti tellement vite du site qu'on est monté sur la tente
la tente du secours populaire qui en fait était là pour la sécurité et tout. On était coincés sur le piquet. Donc là, il y a une femme qui m'a dit « Vous inquiétez pas, ça va bien se passer ». Donc moi, je n'étais pas inquiète. Et pendant ce temps, ils ont averti mon compagnon qui, lui, faisait la circule à l'autre bout du village, qui m'a pris et a mené. Donc on partait à la clinique, mais je voulais me doucher avant, en fait. Et quand je suis arrivée au gymnase pour me doucher, j'ai fait 2 mètres. Il n'a pas voulu que j'aille me doucher parce que je ne pouvais plus marcher, quoi. Je suis arrivée à la clinique avec le badge plein de bière. Voilà, après, voilà. Cet accouchement, c'est... Voilà, il y a mon cousin qui a créé ce festival et qui est toujours très présent. Je suis très émue là. J'ai pu appeler mon cousin Pierre qui a annoncé la naissance de Julien. Et voilà, pour moi, c'est un moment qui est... C'est des moments un peu magiques. Et il s'appelle Julien Christian, mon fils. Christian comme mon cousin. Et l'idée, c'est que ces jeunes-là, ils prennent le virus, quoi, très tôt, qu'ils grandissent avec ça, avec le goût d'agir pour les autres, le goût de s'engager bénévolement dans des associations. Si on arrive à transmettre ces valeurs-là à nos propres enfants, on aura tout gagné, quoi, bien sûr. À ce stade, on pourrait dire que la boucle est bouclée. Pourtant, je peux vous assurer que nous sommes loin d'avoir fait le tour de la question. Un autre élément, naturel qui plus est, mérite que l'on s'y attarde tant il est indissociable de l'histoire des trans. Puisque, lorsque j'ai demandé aux gens de me raconter une anecdote, ils revenaient régulièrement sur ce sujet. Non, moi vraiment, là, la première chose qui me vient, c'est la première année où j'étais là et où j'ai découvert l'orage Sévenol. Voilà. Et là, ça fait un peu mal et ça fait peur aussi. On s'est tapé un très très gros orage après le premier jour de montage de la déco des loges de la scène. Je me souviens de la première fois où j'étais vraiment coordinatrice et qu'il a plu également. C'est bête, c'est que des histoires de pluie, mais c'est des super moments. Et où on m'a dit tout le festival débarque au Digodan, donc le lieu de vie pour les bénévoles. D'un coup, il est tombé des seaux d'eau. C'était vraiment en 2 minutes. Il y avait de l'eau comme ça partout. Les gens couraient sortaient de partout. Et tout le monde est parti dans un grand mouvement. De voir le public comme ça sortir pratiquement en courant du site, on avait ouvert les 2 barrières de l'autre côté, les issues de secours. C'est quelque chose quand même qui m'a impressionné. J'ai vu, je me suis dit, si jamais il se passe un problème sur le site... Tout de suite, bien sûr, plus de courant, tout a sauté. C'était infernal. Ça a été un moment fort où je me suis dit, waouh. Et vous avez pas eu peur? Et le lendemain, tout s'était écroulé, de la boue de partout, la déco en miettes. Et on a passé la journée à nettoyer tous les tissus de déco dans la rivière. Enfin. Et là, on a dû improviser une scène en catastrophe. Et il y a Leroy aussi qui est venu chanter pour nous. Voilà, c'était avec monsieur le directeur ensuite qui faisait un petit concert au piano. Un peu déshabillée. Voilà, c'est des moments comme ça où cette soirée, elle est partie vraiment en furie. Et voilà, ça, c'était des chouettes moments. Les gens ont pris ça du bon côté. Et après, ils se sont retrouvés ici au plan, dans les bars. Il y a même un groupe qui a accepté d'aller jouer dans un des bars à Sumène. Là. General Electric commençait à faire un genre de petit bœuf sur ce qui leur restait d'instruments dans le local du chant des compagnons. Et là, je vais voir Pierre, Sébastien, et je leur dis, vous savez quoi? Je vais appeler Patrice, qui est le patron du bar à l'époque. Allô? Et j'appelle Patrice, j'ai dit, dis-moi, tu vois la tête d'affiche des 37 ans, ça te dirait qu'ils viennent jouer au bar? Il me dit, ben là, je suis en train de fermer. Ah ben, je dis, ben oui. Et je pense qu'il me dit oui. Il ne calcule pas ce qui va se passer. Et là, j'ai les poils qui s'hérissent, en 25 minutes de temps peut-être, on avait tout chargé dans le VV. On a bougé le matériel dans un petit van, peinturluré dans tous les sens. Et il y a ce moment-là qui est immortalisé avec une photo de Touski dans le van. Je te jure, à minuit 2, je sais pas combien on peut rentrer dans le bar, mais là, c'était rempli, et toute la place est remplie aussi. Je sais pas, j'entends par-ci, par-là, non, mais en fait, ça joue, oui, mais où? Et puis j'arrive à ce qu'il y a fait de la place et c'est juste un truc de fou. Et voilà, on a fait ce concert, on était installés là. Mais pour être tout à fait honnête, on reconnaît pas tout à fait là. Moi, je reconnais le sol. Ouais.
Ah ouais. Les gens étaient debout sur les tables, compacts, bien compressés à l'intérieur. Il y avait des gens à l'extérieur aussi, des gens qui dansaient sous la pluie. Tout le monde dedans sur les tables, c'était... ouais. Moi, je ne l'ai pas vécu parce que moi, j'étais au téléphone avec notre assureur. Voilà. C'est qu'on a commencé l'instru et au moment où Hervé s'est avancé pour chanter, parce qu'irrémédiablement c'était le moment du couplet, le micro est arrivé au moment où tu t'es approché comme ça et il y avait du son dans la sono. Toute la place de l'église, tout c'était bondé, mais ras la gueule de partout. Avec les vitres du bar qui tremblaient. À chaque coup de basse, je te promets, 25 cm facile. Je croyais même pas que c'était possible. Ça faisait ouf. J'étais plutôt en train d'essayer de sauver les meubles à la Clède que ici au bar. Et quand aujourd'hui tu vois qu'ils sont internationaux, tu te dis, moi je les ai eus là, quoi. Ça fait partie des improvisations qui font la marque des Elvis aussi. Il y avait un côté hasardeux et en même temps, un truc qui s'est fait très naturellement. Et je crois que c'est surtout ça, en fait. C'était naturel et puis... Ça ressemble à ce qu'on est vraiment, c'est ce que je t'ai dit, à l'intérieur, quoi. Ouais, on a tous surfé le moment, quoi, et pas juste nous, mais l'organisation aussi, pour créer un instant assez spécial. Ben, tu l'as vu, on en parle encore. Et effectivement, quand on nous demande quels sont vos grands souvenirs de tournée, eh ben, le café de la place à Sumène, c'est quelque chose qui revient toujours. Pour moi, c'est vraiment un grand moment. Cette histoire, elle a fini l'année dernière, quand on les a fait venir, parce qu'on est allé au bout de notre histoire, tu vois. C'est lors de la 21e édition, en 2018, que le groupe est revenu jouer sur scène au Trans pour ce qu'on appelait encore chez les Elvis le concert de la revanche. Oh non, bah non, on n'est pas des revanchards. Hein. Pas... Bah non, puis surtout c'était un super moment, donc il n'y a pas à se venger de quoi que ce soit là. On double la mise. Non, on vient, ouais. On n'a pas perdu au change en fait de jouer dans ce bar-là. Je m'appelle Hervé Salter, c'est vous-même, vous étiez Sumène. Et ensemble ce soir, c'était General Electric sur France TVNO pour une deuxième fois. Merci infiniment. La pluie n'a pas toujours empêché les artistes de monter sur scène, et Boogers avait réussi à séduire son public en 2012, Entre les goûts. 5 ans plus tard, il est revenu avec un nouveau projet de rue. Ayant donc connu l'ancienne et la nouvelle version des trans, il a son petit avis sur le sujet. Il y a une dizaine d'années, on était dans les grosses organisations avec des grands plateaux et tout. Puis quand tout le monde s'est rendu compte que financièrement ils se plantaient, ils ont fait des trucs un peu plus cool et je trouve que ça correspond plus au village. François, lui aussi, est revenu aux trans après y avoir mis les pieds une première fois. Pour les 20 ans, il a enflammé le temple qu'il a su transformer en dance floor avec ses acolytes musiciens pour le plus grand plaisir d'un public survolté. Alors je crois que la première fois qu'on est venu, c'était en 2002 avec Samara Balouf. C'est la première fois que je venais jouer dans les Cévennes et c'était un souvenir incroyable, quoi. Je vois qu'il y a toujours autant de bénévoles, les gens du village, tout le monde est là, tout le monde est à la banane, tout le monde a le sourire. C'est la vie comme elle devrait être tout le temps, voilà. C'est avec un grand mélange, un grand partage. Sarah, elle, a chanté dans l'église a cappella avec ses 2 comparses dans une ambiance plus planante, après avoir connu les trans avant les trans. Déjà, je suis allée, je crois, au tout premier concert, le tout premier, là, où il y avait les Whalers, voilà. J'étais là. Sans oublier Nico, dont je vous ai déjà parlé, et qui est venu jouer la première de son nouveau spectacle au parc Lucie Aubrac. C'est un peu particulier puisque j'ai été bénévole pendant de nombreuses années sur le festival. Et pour les 20 ans, j'ai proposé de jouer les premières de mon spectacle naturellement puisque le festival et cette aventure humaine m'a beaucoup nourri. Mais il y a aussi des artistes qui viennent pour la première fois, notamment grâce au dispositif de repérage des Trans Cévenols. En 2018, ce sont les musiciens de Reco Reco qui ont été désignés vainqueurs du tremplin et qui ont apparemment apprécié leur détour au village. C'est terrible, on sent que les gens ils sont investis dans le festival. J'en ai parlé avec quelques bénévoles.
Et ouais, ça fait super plaisir de se retrouver dans cet endroit où tout le monde est là pour vivre le truc à fond, autant que nous. Et là, on a l'impression que tout le monde est bénévole, tout le monde est artiste, quoi. Somos juntos. Et je suis pas babos, mais j'aime bien ce que je dis quand même, quoi. Et puis, il y a Dimonet. Le lien que j'ai avec les Elvis Platinet et les Transsévenols, c'est un cheminement pudique, je dirais, parce que c'est pas gouailleur, les rapports que j'ai avec toute la bande. C'est un festival qui a une vie de chat et il nous permet d'être chat aussi, puisque on se traverse, on se voit, on se frôle, on se caresse et puis on s'approche. Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas tout compris. Je suis pas un gars des Cévennes, moi je suis d'origine catalane, mais c'est vraiment une région que j'embrasse et je me dis, je me sens plus cévenol que catalan à la longue. Et je pense que les trans, ils sont pour beaucoup parce que j'ai l'impression que Sumène est vraiment le cœur pour moi des Cévennes. C'est les Cévennes que je connais, c'est pas de la flagornerie à 2 balles. Cévennes, terre des hommes forts, Cévennes, je t'aimerai jusqu'à la mort. Il a réfléchi, ce festival a muté et c'est un peu la clé aussi parce que les gens qui le font, je crois, ont envie encore d'être ensemble pour faire des choses. On ne dure pas si on n'a pas envie de continuer à se voir. Avec tout ça, il restait encore une question pour laquelle je n'avais pas eu de réponse. À quoi ça sert les Transsévenols? Faire bouger les petits villages. Ce qui est assez impressionnant, c'est faire d'un tout petit village une fête assez énorme. Et c'est un moment où des gens nouveaux viennent découvrir Sumène, connaissent un petit peu le village. Et c'est déjà bien parce que quand même, on est un petit village un peu retiré dans les montagnes. Et je pense qu'avec les trans, on arrive dans les grandes villes. Et les gens savent où on est. Ils nous disent « Ah oui, Sumène, c'est les Transsévenols. Ah oui, entre le Vigan et Ganges. C'est ça. Pensez à venir jusqu'à nous. Ça sera super. » Je trouve ça assez dingue que sur chaque place, chaque ruelle, il se passe quelque chose. C'est pas forcément de la programmation des Transsévenols, mais c'est des habitants qui ont envie de sortir leur petite table, de partager un moment. Et rester dans ces principes de festival qui se créaient dans les années 70-80 et qui ont perduré, jusqu'à ce qu'à un moment donné, les subventions ont diminué, mais eux continuent toujours et ça, c'est ce qui est porteur pour moi. Peut-être on peut faire un petit mot pour les gars qui envoient les subventions, de dire regardez-moi ce monde ébahi, ce monde content qui dit oui, vive le spectacle vivant, vive la culture. Et nous on fait même pas grève pour dire tellement on en veut, quoi. Je veux dire, regarde, les gens ils sont à fond, Alors, mesdames et messieurs les subventionnaires, vous allez me faire le plaisir de doubler la subvention pour l'année prochaine. Que les choses soient claires. Sinon, on fait grève l'année prochaine, il n'y aura personne, il n'y aura rien à Sumène. Voilà. Merci, bonsoir. C'est bien ou pas? Pour le village, c'est une très bonne chose, mais c'est surtout pour l'humain et pour les gens, pour recréer du lien entre les gens. Ce qui m'intéresse le plus, ici et ailleurs d'ailleurs, dans les festivals, ces bateaux, c'est la rencontre de gens différents. Pas que la rencontre de gens, c'est la rencontre de gens différents. C'est-à-dire que c'est un projet fédérateur qui va rassembler des gens d'origine, de conditions sociales ou géographiques très diverses. Parce que c'est de la mixité à tout point de vue, artistique et sociale, culturelle. C'est une vision en fait qu'on essaye de partager, qu'on peut mélanger les genres, qu'on peut en offrir pour tous les goûts, qu'on n'est pas obligé d'exclure. Au contraire, on essaye de rassembler. Créer des ponts entre les vieux et les jeunes, je trouve que c'est bien, les vieux entre guillemets, parce que des fois on est plus jeunes qu'eux. On rigole pour certains, on rigole beaucoup pour d'autres. Mais il y a toujours un petit message, il y a toujours un petit truc qui passe. Et c'est toujours dans le même sens. Voilà, c'est toujours dans la tolérance. Fais l'amour, non pas la guerre, pas la guerre. En fait, d'éteindre la télé et puis de te dire, ah mais les gens quand on les croise, finalement ils sont sympas, on leur a pas parlé depuis 3 ans parce qu'ils votent là, il fait ci, il fait ça, mais en fait il est sympa, on boit l'apéro à ça, on écoute la musique. Ce qu'on a apporté, par exemple, aux jeunes générations, c'est ça. On ne juge pas les gens par leur couleur de peau, leur religion, tout ce que tu veux. Le fait de participer tous ensemble, de construire quelque chose,
Ça, c'est un énorme plaisir. Quand on est dans le speed du festival, qu'on est dans une équipe et que tout le monde galère parce qu'il y a du monde, parce que c'est speed, parce que tout ça, ça crée des liens forts entre les gens, quoi. Et ces liens-là, ils peuvent être durables, quoi. Et moi, c'est vraiment le sel de ce projet, quoi. On est dans un monde où les gens se côtoient mais pas sans se connaître. Mais des moments comme ça permet de se connaître un peu mieux. Alors, madame, comment est-ce que tu appelles toi-même? Nathalie. Alors, pour garder l'identité, je vais t'appeler Jacqueline. Ça sert aussi à créer du lien avec les autres associations. C'est les Elvis Platinés qui portent le festival, mais il y a plein d'autres associations du territoire qui participent en prêtant du matériel, en étant bénévoles, en coprogrammant sur certains spectacles. Et ça a une utilité pour les artistes parce qu'on leur donne aux artistes de découverte, aux artistes émergents, aux artistes régionaux, ils ont une scène qu'ils n'auraient pas forcément ailleurs. On écoute, on regarde, on ne fait pas de bruit. On respecte les artistes. Il ne faut pas oublier, ce qui est important, c'est que c'est fait pour que toute l'année, le reste de l'année, la culture arrive dans le milieu rural. Une culture différente, une culture d'émergence, de découverte, vous faire découvrir ce que vous n'entendez pas à la radio, ce que vous ne voyez pas forcément à la télé. Pour faire avancer ces spectacles-là, le reste de l'année, l'hiver, sortir les gens chez eux, leur permettre de se rencontrer, et pour éviter que les gens vivent isolés et reclus sur eux-mêmes, et avec des côtés un peu après identitaires, un peu mal inspirés, quoi, disons, à mon avis. Dans un climat de haine et de désespoir, et à se faire détricoter le cerveau par la télé. Il y a un péril qui est de plus en plus visible, il n'y a plus de vie dans l'espace public, ou très peu de vie, les gens ne se rencontrent pas, ne se croisent pas, etc. Et dans un petit village comme Sumène, il y a aussi des divisions, il y a aussi c'est un peu clanique, etc. Ils sont chauds les gens dans le coin, faites-vous plaisir! Les trans, c'est une ouverture d'esprit pour un village. Et ça, c'est un des buts premiers de la culture et de l'art. Et c'était l'objectif premier. Et c'était l'objectif premier de cette association. Vraiment. Voilà. Ouais. C'est de la démocratisation culturelle pure et dure. Moi, je suis fier de ça, je t'assure. Je suis fier de ce qu'on a laissé à nos enfants. Aujourd'hui, je vois des Suménois sur lesquels j'aurais pas donné un denier et qui sont aujourd'hui, qui partent découvrir d'autres festivals, quoi. Et qui vont sur Aurillac parce qu'ils ont du coup découvert le théâtre de rue, qui se sont dit c'est génial, qui connaissent d'autres groupes de musique qu'ils n'auraient jamais écoutés sinon. Voilà, donc pour moi, c'est pas un gros mot la démocratisation culturelle. Mais si tu augmentes ta puissance culturelle, tu augmentes la puissance de ta pensée, tu deviens de plus en plus tolérant, tu juges moins. La culture, c'est le dernier rempart, si vous voulez, contre ce qui nous attend peut-être, c'est-à-dire la barbarie à tous les niveaux. Après, il y a aussi, c'est une école de la vie, quoi, aussi, ça c'est encore autre chose. Et en tant que bénévole, faire, je sais pas, ne serait-ce que 5 ans de trans, c'est peut-être aussi valable que 2 ans de thérapie, 1 fois par semaine avec un psy. Et ça a créé plein de vocations. Il y a plein de professionnels du spectacle qui sont nés des trans. C'est un truc de malade. Des gens qui, comme nous d'ailleurs, n'avaient rien à voir à la base avec la culture. On n'a aucun de ces gens-là n'ont des parents dans le spectacle, la musique, etc. Voilà, cette année, c'était dingue. C'était les 20 ans. Du coup, on a réussi à dire à des vieux qui viennent plus depuis un certain moment de nous rejoindre. Et ça, c'était chouette de revoir des bénévoles qui ont fait la route ailleurs et qui pensent toujours aux trans mais qui ne peuvent plus venir. Les trans, c'est toujours le moment qui nous permet de tous se revoir, tous se retrouver. Ouais. Autant pour ceux qui organisent, pour ceux qui viennent. Ouais, voilà, c'est un moment de plaisir, de jouissance. Au cœur d'un petit village, en harmonie avec à la fois les autres gens qui sont là pour aider, le village lui-même, dans un décor quand même sympathique qu'on ne voit plus beaucoup. Dans beaucoup de concerts, ça se passe à l'extérieur, dans des grands espaces, etc. Et ça transparaît dans les spectateurs, auprès des spectateurs aussi. Ils le sentent, etc. Je pense que les spectateurs font aussi des rencontres. Bonjour. Bonjour. Mary, et vous? Jean-Marc.
Jean-Marc. C'est le monde idéal. Pendant 2 jours, tout à coup, on se retrouve dans un village idéal où tout fait plaisir, on rencontre que des gens contents. Les râleurs, bon, il y en a encore quelques-uns, mais on arrive à discuter, à trouver... Je sais pas, c'est bête à dire, mais qu'il y a autre chose qui est possible, quoi. Un autre village est possible. Voilà donc comment une aventure initiée il y a plus de 20 ans par un petit groupe de potes a changé le visage d'un territoire et la vie de nombreuses personnes. La conclusion de cette histoire amène irrémédiablement à une ultime question, dont la réponse ne peut être qu'imaginative. Les trans dans 20 ans, ça ressemblera à quoi ? Dans 20 ans, putain, on a la même gueule que ceux qui étaient déjà là il y a 20 ans. Déjà, on ne sait pas si Ça va évoluer, je pense. On ne sait pas si ça y sera encore, mais ça serait bien. Mais à mon avis, ça n'existera plus. Parce que déjà aujourd'hui, c'est déjà plus tout à fait pareil qu'au départ. Il y a 20 ans, les festivals qu'il y avait, c'était assez rare. Aujourd'hui, les festivals, il y en a partout. Il y a une concurrence. Même dans les gratuits. D'après moi, dans 20 ans, il n'y aura plus de trans. Alors ça m'emmerde de te dire ça cache comme ça. Vraiment, j'aimerais être plus positif. Voilà. Et surtout que là, en ce moment, les trans marchent et tout, c'est nickel. Si la distorsion entre les grosses machines et les petites choses comme ça s'accentue, forcément, après, c'est un rouleau compresseur. Hein. Moi, je pense que les premières années où ils ont fait le festival, si on leur avait dit dans 20 ans, il ressemblera à quoi le festival, ils auraient dit il n'y aura pas de festival dans 20 ans. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Donc, je ne sais pas du tout à quoi ça pourra ressembler. L'idée, c'est que ça reste intégré au village, que ça soit toujours le village qui s'imprègne et qui fasse vivre les transévenols. Bon, les platanes, je pense que ça sera des cerisiers, parce que je sais que la mairie a un projet. Comme les platanes, ils ne se portent pas très bien. D'ailleurs, ça annonce des gros orages, il paraît. Donc, ils ont prévu, d'après, c'est le on dit, mais ils doivent planter des cerisiers. Donc, je pense que la place, elle n'aura pas trop changé, à part qu'on ne pourra pas manger des cerises parce que ça sera trop tard. Dans 20 ans, on aura 60 ans. J'espère qu'on fera comme nos parents. On se mettra au coin du bar, on regardera les jeunes organisés. Je pense que si on arrive, nous, à leur donner une dynamique, ils resteront dedans, ils rentreront dedans. Parce que nous, on prend plaisir à le faire. Et ils le voient qu'on prend plaisir à le faire. Ils le voient, ça, les jeunes. Et ils ont envie d'y participer. Je pense que dans 20 ans, on aura repris le flambeau. J'espère que nos enfants, les amis de nos enfants et de tous ces jeunes sachent pas casser ce jouet. Il y aura plein de nouveaux... Ouais, et qu'il y aura plein de nouveaux. Et que des bébés, ils ont été faits entre bénévoles. J'espère que j'y verrai dans 20 ans mes petits-enfants. J'espère qu'en tout cas, voilà, il y aura eu un bon turnover et que voilà, il y aura d'autres personnes qui seront arrivées, qui auront amené leur petite pierre aussi à l'édifice, comme ça se fait depuis des années. Il ne faut jamais oublier d'où on vient. Et dans 20 ans, j'espère qu'ils relèveront et qu'ils vont faire autre chose, mais qu'ils vont continuer tout ça, quoi, voilà. S'il y en a un de vous qui laisse son portable allumé. S'il y en a un vous qui laisse son portable allumé, je lui casse la gueule. Je lui casse la gueule. Ce qu'ils ont fait, les Elvis aussi, qui est pas mal, c'est qu'ils ont créé un espèce de réseau. Depuis 20 ans, il y a quand même pas mal de structures ou d'associations qui se sont montées. Donc, d'une façon ou d'une autre, il y a quelque chose qui restera. Hein. Ça ne sera pas les transévenols peut-être, mais en tout cas, tout ne va pas s'arrêter. On ne va pas revenir au point zéro, c'est sûr. Ça, c'est acquis. Hein. Je pense que ça sera toujours basé sur la découverte. On n'a pas besoin de tête d'affiche, on peut laisser ça au grand festival et nous devenir grands avec des découvertes. Et ben, j'espère que ça n'aurait pas trop bougé et que ça restera ce principe ouvert et en même temps à taille humaine. Mais non, je pense que ça ne devrait pas bouger, vu comment c'est ici, tu vois, c'est pas impacté par tous les festivals, les gros festivals et tout, ça sera tout le temps pareil, je pense. Je pense que les gens se déplaceront avec des trottinettes volantes
normalement, si la technologie évolue. Vu les transformations qu'il y a eu en 20 ans, en tout cas, j'imagine que ça n'aura pas du tout la même gueule qu'aujourd'hui. Je pense qu'il y a d'autres gens qui auront pris le pouvoir et peut-être qu'on sera tourné vers des programmations pas du tout similaires à celles dans ce moment. Là, on est plus sur de la découverte, un peu de musique du monde, c'est très éclectique. Peut-être qu'on aura basculé, c'est un pronostic, hein, peut-être qu'on aura basculé sur quelque chose de plus, par exemple, rue, beaucoup plus hip-hop, beaucoup plus. C'est un pronostic, je sais pas. Qui ne nous dit pas que dans 5 ans, on fera tout péter, on fera un concert sur le stade ou dans les tunnels de la voie ferrée, je sais pas. Hein. On y a beaucoup pensé à ça. En fait, je pense que ça dépasse le cadre des Transsévenols, c'est-à-dire à quoi ressemblera la société dans 20 ans. Et la seule chose que j'espère, c'est que ça existe encore et que ça soit encore autorisé de faire ce genre d'événement dans l'espace public. Que ça ait réussi à faire évoluer l'ensemble de la population qui fréquentera donc les manifestations vers plus de tolérance, vers plus d'humanisme, vers plus du sens de partage et vers plus d'envie de construire une humanité digne de ce nom. Et je pense que dans la jeunesse, il y aura toujours quand même l'envie de faire la fête, moi je pense. Je pense pas que ça disparaisse. C'est un instinct, ça. C'est tellement beau aujourd'hui que forcément, il va y avoir une équipe qui va reprendre tout ça. Et puis après, la tête que ça aura, ça dépend de tellement de choses. C'est difficile à dire. Hein, c'est ceux qui se bougent le cul pour le faire qui doivent en décider. Il n'y a rien que nos salariés qu'on a engagés, là, Julia et Théo, qui arrivent avec plein d'idées neuves. Hein. Et tu te dis, mais pourquoi pas? Mais bien sûr que ça peut durer encore 20 ans. Et tant que la valeur fondamentale de rencontre, de partage reste. Après, elle peut bien avoir n'importe quelle forme, je m'en fiche un peu, quoi. Et puis je pense qu'on reverra les Elvis platinés sur scène dans 40 ans. Je pense. Contemple-les, mon ami, sont vraiment affreux. Pareil en mannequin vagabond ridicule, terrible singulier comme des somnambules. Tardant on ne sait où leur globe ténébreux. Pourquoi ça s'appelle les Elvis platinés? C'est un jeu de mots, hein. C'est un jeu de mots débile avec les Elvis, donc les Elvis, comme Elvis Presley, et les vis platinés des moteurs de mobilette ou de voiture. Leurs yeux doulants, divine étincelle est partie. Comme si gardés au loin restent levés au ciel, on ne les voit jamais vers les pavés. Pencher rêveusement leur tête appesantie. Alors les Wailers, le moment précis, on était en train de fumer un joint au cimetière sur la tombe de quelqu'un qui s'appelait Bob et on le surnommait Bob Marley. Et c'est super pour chercher les champignons aussi et tous les champignons un petit peu hallucinogènes, tout ça, voilà. Ils traversent ainsi le noir illimité, se faire du silence éternel, cité. Pendant qu'autour de nous tout chanterie et belle, les prises du plaisir jusqu'à l'atrocité. Moi je me traîne aussi, et plus que hébété. Je dis, que cherche-t-il au ciel tous ces aveugles? Pourquoi le nom les Transsévenols? Est-ce qu'il y a une histoire à travers ce nom? Oui, il y en a une. C'était un clin d'œil au trans musical de Rennes. Voilà. Au départ, c'était leur référence. J'étais un espèce de directeur technique bénévole, Pierre c'est un programmateur bénévole. Ouais, directeur technique avant de toi, mais c'était quand même mieux comme toi t'es arrivé. Oui, c'est vrai que c'était toi. Ah oui, c'était moi avant, jusqu'à ce que la boîte de son m'expulse en fait. Vous avez déjà fait des soirées à la Clède avec eux, j'imagine? Toi, peut-être, moi, pas trop. Moi, ça m'est arrivé. Après, on évite. Parce que c'est un piège. Hein. Il y a eu des soirées mémorables. C'est un piège. Moi, perso, à la Clède, j'y vais plus. Je crois que c'est plus de mon âge maintenant. Je crois que je vais faire partie bientôt des reliques dans les bénévoles, mais
Tant qu'il me garde, ma foi, je vais rester. Contemple-les mon ami, ils sont vraiment affreux. Pareil aux mannequins vaguement ridicules, terribles singuliers comme des somnambules. Perdant on ne sait où leur globe ténébreux. Et si tu devais résumer un Parisien qui connaît pas le sud de la France, tu veux lui résumer les Transcévenols, tu lui dirais quoi? Un Parisien? Ouais. Je m'emmerderais même pas à lui résumer. C'est pas la peine, il comprendrait pas. Non, je rigole, ça c'est pour la bouteille, tu pourras le couper. Ou pas, parce que je le pense un peu, mais presque. C'est pas vrai, faut pas dire du mal des Parisiens. Qu'est-ce que... Alors, la question, pardon. Lorsque Doula divine étincelle est partie, comme si l'année au loin reste levé au ciel, on ne les voit jamais vers les pavés. Pencher rêveusement leur tête appesantie. Là, c'est compliqué. Comme on va leur expliquer, il faut qu'ils viennent. Ouais. C'est une aventure extraordinaire. Et je voulais absolument que mes enfants connaissent ça parce que, humainement, c'est plus que magique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont pas de mots, parce que... Tout ce que je sais, c'est que c'est bien. Parce que ça peut pas s'expliquer, il faut que ça se vive, ça. C'est un truc trop bien, voilà. Il traverse ainsi le noir illimité, ce frère du silence éternel, oh, cité. Pendant qu'autour de nous tout chanterie et bug, les prises du plaisir jusqu'à l'atrocité. Moi je me traîne aussi, mais plus que répété. Je dis, que cherche-t-il au ciel tous ces appels? Personne ne peut expliquer ce que c'est les Transcévenols. Il n'y a qu'une manière de le savoir, c'est de le vivre. C'est tout. Il n'y a pas de... Et il y en a qui n'aimeront pas. Hein. J'en ai jamais connu encore jusqu'à maintenant, quoi. Un jour, j'en avais ras-le-bol. Je commençais à devenir folle, à me claquer la tête sur le sol, marre d'écouter de la merdole. Alors, d'un envol, je suis devenue bénévole au Transcévenol, avec El Sol. D'un coup, je n'étais plus molle, je sautais de tournesol en parasol au rythme de San Severinol et de Fémi Tuticol. Julol Lisol. Elle se reconnaîtra. Je m'endors un peu, moi, mais ça va. Sinon... Je m'endors un peu, mais sinon ça va. Tu peux t'appuyer là. Au revoir et à bientôt sur TV ou télé, comme vous voulez, transcévenol.com.